Bonjour à tous, je suis Florent Babillotte, votre coach en matière de schizophrénie. Alors, aujourd'hui, voyons ensemble une vidéo de coach schizo sur l'importance de la famille dans le chemin vers le rétablissement. Pourquoi une vidéo sur les familles? Tout simplement parce que c'est un sujet prépondérant, primordial, et de mon point de vue, il faut vraiment que les familles soient incorporées dans le système de soins et surtout dans le chemin vers le rétablissement. D'accord? C'est-à-dire que les équipes soignantes, que ce soit les aides-soignants, les infirmiers, le cadre, le psychiatre, même le médecin, doivent travailler de concert avec la famille, c'est-à-dire ensemble et avec la personne soignée, bien évidemment, vers le chemin du rétablissement ou de la stabilisation. C'est vraiment très important. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a encore un an, j'étais aide-soignant, d'accord? J'ai été aide-soignant pendant plus de 10 ans et je l'ai constaté de mes propres yeux, oui, de mes propres yeux, et je peux vous dire que dans certaines équipes soignantes, malheureusement, les familles peuvent être mises à l'écart. Certains psychiatres vont mettre des familles à l'écart, parfois consciemment, parfois inconsciemment, et c'est vrai que c'est très préjudiciable pour la personne soignée, puisque c'est elle qui empathie, et aussi pour les familles, parce que c'est elles qui sont également en souffrance. Il faut souligner plutôt la souffrance des familles. Il existe aussi la souffrance des personnes soignées, mais les deux sont en souffrance finalement lorsque la personne n'est pas stabilisée. Le but ici, ce n'est pas de vous culpabiliser, de ne pas être stabilisé pour ceux qui ne le sont pas encore. Le but, c'est pas du tout ça. Le but, c'est de vous informer pour vous aider à aller mieux. Voilà. Et donc, du coup, ce que je voudrais vous dire, c'est que dans les années 70, il y a deux théories. Enfin, dans les années 70, surtout, il y a une théorie qui est arrivée et qui disait que, grosso modo, que finalement la schizophrénie, c'était un peu la faute des mamans, puisque certaines théories démontraient que l'environnement avait un impact très influent sur le développement de la schizophrénie. Qui dit environnement, on pensait surtout aux mamans. Donc pendant longtemps, à partir des années 70 notamment, les mamans ont été stigmatisées par rapport à la schizophrénie de leurs enfants, ce qui est profondément injuste. Alors effectivement, oui, c'est vrai, il existe des familles où il y a du stress. Bon, dans toutes les familles, il y a du stress en fait. Dans la mienne, il y avait du stress et il y avait aussi beaucoup d'amour, mais il y avait du stress. Dans toutes les familles, il y a du stress. Ce qui compte, ce n'est pas le stress qu'il y a dans les familles, c'est comment on apprend à gérer son stress, que ce soit du point de vue de la famille ou du point de vue de la personne soignée. D'accord? C'est vraiment très important de savoir gérer son stress. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui s'appelle la gestion des émotions et vous pouvez aller la voir parce que les émotions et le stress c'est très très lié et du coup je parle beaucoup du stress dans cette vidéo. Donc je vous invite à aller la regarder si vous voulez. Et donc pour en revenir aux familles, il faut savoir que les familles c'est une chose primordiale. Pourquoi? Parce que si je prends mon exemple personnel, ma maman m'a toujours énormément aimé, mais c'était un amour débordant, presque envahissant par moments. Et c'est vrai que par moments, j'en ai un petit peu aussi souffert. Maman, si tu regardes cette vidéo, je t'aime. Et donc du coup, par moments, j'en ai un petit peu souffert aussi de ça. Mais maman, ça partait d'un bon sentiment. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que vous avez beau avoir fait les choses avec amour, ce qui compte, c'est pas tant de faire les choses avec amour, c'est déjà très bien. C'est un très bon point de départ, ça c'est clair. Mais ce qui compte, c'est la direction que vous prenez. La direction de vos pensées, d'accord? La direction de votre amour. C'est-à-dire que si vous aimez votre fils mais que vous surprotégez, ce n'est pas forcément l'aider. Pourquoi? Parce qu'il va avoir tendance à ne pas réussir à s'autonomiser. Alors dans un premier temps, il est vrai, quand une personne a avec beaucoup de traitements, ce qui arrive souvent quand on sort d'un hôpital psychiatrique, et bien forcément, la personne va être fatiguée, elle va avoir besoin d'aide. Donc c'est normal de l'aider dans un premier temps. Mais progressivement, il va falloir lui laisser étape par étape, retrouver son autonomie, d'accord? Il faut y aller progressivement, que la personne retrouve son autonomie. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous pouvez l'aider. Dans un deuxième temps, vous pouvez l'aider, mais la personne fait aussi un petit peu avec vous. Et dans un troisième temps, vous la laissez finalement reprendre les rênes, c'est-à-dire se débrouiller plus seul le plus souvent possible. Donc dans cette technique-là, ce qui compte, ce n'est pas tant qu'il y ait des échecs, car il y aura des échecs. Moi-même, quand je suis sorti de l'hôpital psychiatrique, j'avais du mal à faire les choses par moi-même. J'avais beaucoup de mal à être dans l'action, je restais énormément au lit, c'était vraiment très difficile, je dormais des fois 20 heures sur 24. Donc quand on me voit maintenant, on ne s'imagine pas la personne que j'étais avant. Certes, j'étais la même personne, mais j'avais encore beaucoup de problèmes à résoudre. Donc, si moi j'ai pu le faire, vous pouvez le faire. Si ma famille a pu le faire, vous pouvez le faire
Aussi, ce que j'essaye de vous dire, c'est de vous donner des clés de développement personnel, de neurosciences, parce que je suis beaucoup intéressé à beaucoup d'ouvrages, notamment les ouvrages d'Anthony Robbins, qui est un grand coach en développement personnel. Je suis beaucoup intéressé à ces ouvrages, et puis beaucoup d'autres, de neurosciences aussi, notamment, et j'essaie de vous donner des clés pour vous en sortir. Donc ce qui compte, c'est pas que vous écoutiez mes vidéos, ou que vous regardiez plutôt mes vidéos, c'est que vous mettiez en pratique les clés que je vous donne. Et là, la clé, c'est d'y aller étape par étape dans l'autonomisation de votre enfant. Alors, il y aura des moments où ce sera dur, il y aura des moments où il ne voudra pas. Il y a des moments où, parce que, effectivement, moi, le premier, quand j'étais encore chez mes parents, parce que je suis resté chez mes parents jusqu'à l'âge de 28 ans, ça fait quand même tard, on dirait peut-être pas comme ça, mais je suis resté jusqu'à l'âge de 28 ans, et donc, dans un premier temps, peut-être que la personne, par peut-être confort, même si elle ne se rend pas compte, parce qu'elle a été habituée à ce qu'on l'aide beaucoup, et bien peut-être que dans un premier temps, ce sera très difficile pour elle, donc peut-être qu'il y aura des refus. Mais il faudra revenir à la charge de temps en temps, revenir, et puis un jour elle dira oui, et un jour vous verrez des progrès. Et ces progrès, il faut savoir qu'ils peuvent être exponentiels, parce que la personne atteinte de schizophrénie, souvent est une personne qui peut manquer de confiance en soi, vu la stigmatisation qui a lieu autour de la maladie, autour de cette maladie, la schizophrénie. Souvent on manque de confiance en nous, donc il faut retrouver de la confiance en nous. Et qui dit retrouver de la confiance en soi, dit autonomisation, être capable de faire des choses, cela donne confiance en soi. Donc, ce petit message aux familles, c'est essayer d'autonomiser vos enfants. Quand vous le pouvez, dès que vous le pouvez. Voilà, dans un premier temps, effectivement, c'est important de les aider, mais après, il faut les autonomiser progressivement, comme je le disais ultérieurement. Précédemment, plutôt. Enfin, peu importe, on s'en fout. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est qu'il ne faut pas vous oublier les familles. Parce que souvent, je vois des familles qui s'oublient, mais alors complètement. C'est-à-dire que l'enfant est devenu le centre de toutes leurs attentions. Alors il y a deux choses, c'est un contrat perdant-perdant ça. Pourquoi? Parce que la famille, c'est énergivore. Pour elle, elle va perdre beaucoup d'énergie à ne s'occuper, à se focaliser que sur le fils ou la fille, parce qu'il faut qu'elle aille mieux, et qu'on oublie finalement, malheureusement, qu'il faut de la patience. C'est humain de vouloir que son enfant il aille mieux, c'est même très bien, mais on oublie la patience souvent. Et donc du coup, la personne soignée, c'est pas bon non plus pour elle, parce qu'elle va sentir cette impatience qu'elle aille mieux. Et comme elle n'arrive pas à aller mieux tout de suite, parce qu'il y a ce côté, en fait, dévorant de l'émotion de la maman ou de la famille, ou de la maman et du papa, ils ont une émotion dévorante, parce qu'ils veulent tellement que leur fils il aille mieux, que leur fille elle aille mieux, que la personne atteinte de schizophrénie va le remarquer, et donc elle va être culpabilisée en se disant « mais mes parents ils voudraient que je sois bien et je n'y arrive pas pour le moment ». Et donc c'est culpabilisant, et donc qui dit culpabilité dit stress, et qui dit stress dit maintien de la maladie. Pourquoi? Parce que le stress dans les maladies psychiques est un facteur aggravant, c'est clair. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un cercle vicieux tout ça, et pour transformer ce cercle vicieux en un cercle vertueux, il existe une technique. Dans un premier temps, j'ai envie de vous dire, vous avez le droit de faire des erreurs. Vous êtes des êtres humains et tout le monde fait des erreurs. Mais faites des erreurs avec de la communication et avec de l'amour. Pourquoi? Parce que si vous faites une erreur avec de l'amour, que vous êtes capable de vous remettre en question, de vous excuser, et là je ne parle pas qu'aux familles, ça peut être aussi à la personne soignée qui a par exemple à un moment, je ne sais pas, élevé la voix, ou le papa a élevé la voix, ça va dans les deux sens évidemment, eh bien soyez capable de vous remettre en question, soyez capable de vous excuser, de dire écoute, je suis allé trop loin, je m'excuse, voilà, on va repartir de l'avant, et puis c'est tout, et la personne ne prendra jamais mal quand vous arrivez à vous excuser, quand vous arrivez tout simplement à être dans la communication. Vous pouvez également user d'un jeu qui est très, très intéressant, c'est de poser des questions. Par exemple, si une personne est dans le délire, je m'adresse aux familles qui vivent des choses pas faciles, parce qu'une personne peut être dans le délire. La personne soignée, l'enfant, peut être dans un délire, à un moment, un délire mystique, des hallucinations, de la paranoïa, des voix, il peut y avoir plein de choses, de la dyskinésie, il peut y avoir plein de choses, d'accord? Mais ce qui est important, c'est que, par exemple, une personne qui est dans un délire, il ne faut pas venir lui dire c'est faux ce que tu crois voir. Effectivement, c'est faux. Effectivement, c'est une impression. C'est sa réalité à elle. Mais si vous lui dites c'est faux, vous allez être pris comme un ennemi. Il y a une barrière comme ça qui va s'instaurer entre la personne soignée et la famille. Et du coup, la communication sera rompue. Vous serez perçu comme un ennemi. Après, vous pouvez dire ce que vous voulez. La personne va vous intégrer dans son délire. Vous allez faire partie prenante du délire, mais dans le mauvais sens, c'est-à-dire que vous allez être vu comme un ennemi. Par exemple, quelqu'un qui a un délire
paranoïaque, comme moi j'en avais il y a 15 ans, si quelqu'un venait me dire « Non, tu n'es pas suivi dans le métro, non, ton professeur ne t'a pas suivi dans le bus », etc., j'allais le voir comme un conspirateur qui faisait partie du délire. Donc je suppose que ce n'est pas votre but d'être vu comme un ennemi par votre enfant. Donc voilà, suivez mon conseil, posez des questions à votre enfant. Lorsque vous voyez qu'il est dans le délire, si vous voyez qu'il parle de ces délires, posez-lui des questions. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez aller voir le psychiatre ou le médecin, vous allez pouvoir étayer ce délire, le développer, vous allez pouvoir le résumer, le synthétiser, vous allez pouvoir en parler, le développer. Et donc, du coup, le psychiatre ou le médecin aura beaucoup plus de matière pour affiner son traitement et pour affiner le bon dosage s'il y a besoin d'un traitement. D'accord? Donc c'est vraiment très important. J'ai envie de vous dire autre chose. Prenez soin. Prenez soin, mes amis. Prenez soin, je le dis plusieurs fois exprès, de la relation entre vous-même et le psychiatre. Pourquoi? Parce que tout est communication dans la vie, tout est interaction. D'accord? Communication, elle existe à deux échelles. Il y a la communication verbale, là je suis en train de vous parler, mais il y a tout ce que dit votre visage, tout ce que dit la gestuelle également. Et la communication, on appelle ça la communication non verbale. J'ai travaillé dans des unités Alzheimer et Parkinson. J'ai beaucoup appris sur la communication non verbale et c'est vraiment quelque chose dont je me sers même pour mes coachings, j'ai envie de dire, surtout pour mes coachings. Donc apprenez à écouter le psychiatre, apprenez à ne pas juger, apprenez à accepter son point de vue tout en gardant le vôtre. Mais si vous acceptez le point de vue d'un psychiatre et que vous lui étayez votre point de vue, il aura plus de respect pour votre point de vue parce que vous avez accepté le sien. Donc, il sera plus enclin à bouger et à changer son point de vue. Alors que si vous lui dites « Non, mais c'est n'importe quoi, ce que vous dites, ce n'est pas vrai, je ne suis pas d'accord », je dis un exemple comme ça, peu importe, mais que vous êtes un petit peu énervé, il faut savoir que lorsqu'on lève la voix, on n'a rien de positif qui sort. Vous allez rentrer dans un cercle vicieux, vous allez vous faire exclure finalement du processus de rétablissement. Ce n'est pas du tout le but qu'on recherche. Le but qu'on recherche, c'est que la famille soit dans le processus de rétablissement. Car qui mieux que la famille pour connaître les symptômes précurseurs de leurs enfants? Qui mieux que la famille est au jour le jour avec son enfant? Évidemment, le psychiatre est, lorsque la personne est en institution, avec la personne, mais il n'est certainement pas tous les jours, il n'a pas le temps. D'accord? Alors que la famille a un passif avec la personne soignée, je n'ai pas envie de dire un passif, le mot est très mal employé, j'ai envie de dire tout simplement qu'elle le connaît beaucoup mieux, puisque c'est sa progéniture, elle connaît ses habitudes de vie, c'est important dans les unités de soins de connaître les habitudes de vie. Les habitudes de vie, elle connaît également ses passions, ses centres d'intérêt, et donc du coup, pour réussir à remotiver une personne, quoi de mieux que de se centrer sur ses passions, ses centres d'intérêt dès que c'est possible. Donc c'est vrai que c'est très important. Il y a une autre chose que je veux vous dire, faites la paix avec la maladie. Faites la paix avec la maladie. Pourquoi? À partir du moment où je suis sorti du déni, où j'ai accepté la maladie, donc j'ai fait la paix avec la maladie, je n'ai plus lutté finalement contre elle en me disant non, c'est pas vrai tout ce qu'on me dit, je suis pas malade, etc. Je me suis rendu compte que j'avais des failles et avec ma famille, on a fait la paix avec la maladie. Donc on a retrouvé un équilibre émotionnel. Retenez bien ce que je vous dis, un équilibre émotionnel. L'équilibre émotionnel est très difficile à atteindre. Pourquoi? Parce que les enfants ou les personnes atteintes de schizophrénie, plutôt, ou les enfants atteints de schizophrénie, parce qu'il y a aussi des enfants qui peuvent être atteints de schizophrénie, hein, même avant l'adolescence, cela arrive, c'est des cas rares, mais ça arrive. Et donc du coup, les personnes atteintes de schizophrénie sont des personnes souvent hypersensibles. Pas tout le temps, mais très souvent sont des personnes hypersensibles qui sont qui ont du mal à gérer leur stress et leurs émotions, comme je le disais tout à l'heure. Mais cette hypersensibilité va jouer des tours. Parce que si par exemple, vous êtes parent et vous venez dans une situation de stress, sans vous en rendre compte, même des fois c'est inconscient, parce que vous vous inquiétez pour votre enfant. Donc vous venez le voir, mais vous lui partagez votre stress sans vous en rendre compte. La personne atteinte de schizophrénie le sent, cela la culpabilise, et du coup cela crée un cercle vicieux, sans que vous vous en rendiez compte, vous y allez dans un bon sentiment. Par exemple, ça pourrait être quelqu'un qui est bordélique, qui ne range jamais sa chambre, qui aurait du mal à se laver, ou des choses comme ça peut arriver. Vous pouvez aller le voir en disant « Oui, mais regarde, il faudrait que tu ranges ta chambre, il faudrait que tu te laves un petit peu plus souvent, je vois bien que tu es en dépression suite à ta maladie, mais ce n'est pas une excuse. » Mais en fait, le fait de lui demander comme ça, de brut pourquoi, ça va braquer la personne.
Posez-lui plutôt des questions. Tiens, j'ai vu que tu n'avais pas rangé ta chambre. Est-ce que tu as l'intention de la ranger? Est-ce que tu sais que pour moi, c'est important que tu ranges par moment ta chambre? Cela me ferait plaisir. Ce n'est pas la même chose parce que vous avez énoncé le terme de plaisir, un terme positif. Et donc c'est vrai que lorsque vous entrez en communication avec votre enfant, pensez toujours, vous vous recentrez sur vous-même, vous prenez une grande respiration, d'accord, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais quand vous êtes stressé notamment, vous pouvez prendre une grande respiration, vous bloquez 5 secondes, vous expirez 5 secondes, vous oxygénez comme ça votre cerveau, cela fait diminuer le stress, il faut le faire plusieurs fois. Vous allez arriver dans de meilleures dispositions. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça, vous pouvez le faire tout simplement par une communication, je dirais, plus intelligible, une communication plus pondérée. Et la communication, c'est la clé avec son enfant. Moi, je me souviens que ma maman, c'est quelqu'un de très dynamique, quelqu'un qui aime dire les choses, quelqu'un qui est un peu abrupte par moment, oui, ça peut être ça. Mais du coup, c'est une méditerranéenne, donc il dit les choses. Et moi, des fois, ça m'a fait du bien parce que ça correspond à ma personnalité. J'aime bien qu'on me bouge par moment, vous voyez, hein, qu'on me dise, bah écoute, faut que tu te bouges, faut que tu fasses ci, ça, c'est important. Mais il y a des gens, ça leur correspond pas. Il y a des gens, si vous faites ça, ils vont se braquer, et parce qu'ils n'ont pas la même personnalité que moi, et ça peut arriver, hein, tout le monde a des personnalités différentes et elles sont toutes bien, mais le problème, c'est qu'il faut employer une autre technique. Si vous avez une personne en face de vous qui n'aime pas se faire bouger, il va falloir être plus subtil, il va falloir poser des questions, il va falloir faire un petit peu de psychologie inversée, il va falloir user d'autres stratagèmes, il va falloir rentrer dans son monde, essayer de rentrer dans le monde de votre enfant. Est-ce que vous êtes intéressé aux passions, au centre d'intérêt de vos enfants? Si vous voulez que votre enfant vous écoute, si vous voulez que votre enfant ne soit plus dans le déni, progresse, avance, essayez de vous intéresser à lui. Parce que si vous vous intéressez à lui, il va s'intéresser à vous, à vos besoins, à ce qui vous ferait plaisir. Or, ce qui vous ferait plaisir, peut-être, c'est qu'il ne soit plus dans le déni, qu'il se stabilise parce que vous vous inquiétez pour lui et vous avez envie qu'il soit dans les meilleures dispositions possibles. Donc, retenez bien ce que je vous dis, intéressez-vous à votre enfant, mais dans le bon sens, parce qu'il y a une différence entre s'intéresser à son enfant et finalement le voir un petit peu comme une maladie ambulante parce qu'on n'a plus que ça en tête et même si c'est humain, c'est pas bon. C'est pas bon du tout parce que vous allez entrer dans un cercle vicieux où finalement le stress va dominer votre vie, c'est pas le but du tout. Donc, occupez-vous de votre enfant dans le bon sens, mais ne vous oubliez pas les amis, ne vous oubliez pas, faites toujours vos activités, occupez-vous de vous. Aussi, parce qu'on n'est jamais aussi bien dans la relation à l'autre que lorsque l'on est bien avec soi-même. Posez-vous des questions, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui en dehors de m'occuper de mon fils ou de ma fille lorsque vous avez cette possibilité-là. D'accord? C'est important de vous centrer aussi sur vous, parce que si vous vous centrez sur vous, vous serez un petit peu moins centré sur votre enfant et peut-être qu'il s'autonomisera de lui-même progressivement. D'accord? Donc cette vidéo sur le rôle de la famille et surtout l'importance du rôle de la famille dans le chemin vers le rétablissement est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.